Bonjour à tous. Bon, ça marche bien. Euh, alors, malheureusement, le train a subi. La mission était un échec. Il est tombé, il s'est cassé la gueule et puis en fait, il a perdu. Mais bon, on va expliquer quand même tout le détail. Hop. Alors, l'objectif était en fait d'aider Tom Cruise à sauver le train. Le train n'a pas été sauvé. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a en fait, grâce à Adrien, et je suis sûr qu'il va y arriver, c'est de vous montrer comment on peut capter en fait toute une chaîne applicative en fait de bout en bout et de pouvoir en fait capter des images, pouvoir en fait utiliser de l'IA dessus et d'envoyer ça sur un petit device tel que le Jetson. Donc pour faire ça, on était 4, maintenant on n'est que 2. On a sacrifié 2, 2 sont morts et 2 sont toujours là. Je suis là comme étant le développeur applicatif. J'ai développé les microservices qui correspondent à la transformation de la donnée, la mise en place en fait de la chaîne applicative et toute l'architecture. Adrien qui est à mes côtés, qui est en fait le data scientist qui a développé tout le modèle et une partie de la chaîne aussi, et testé toute cette partie-là en fait en mode laptop et ensuite le déploiement. Il y a Nicolas qui n'est pas avec nous, qui est le spécialiste Edge, qui a développé tout le nécessaire sur la partie sur le Jetson. Donc du coup, il y a un composant qui est déployé dessus qui s'appelle Microshift, et c'est la partie orchestration de conteneurs spécialisée pour tout ce qui est device Edge. Et Pauline est notre chef en fait, qui a d'autres missions en ce moment et qui n'est pas là. Donc, ce que l'on a, c'est un Lego en fait, un train en Lego. Bon, vous le voyez en décomposé, c'était pas le but, mais au moins vous allez vraiment voir ce qu'il y a exactement dedans. Donc, c'est un train en Lego avec un moteur qui est dessus. Et en fait, l'objectif étant de capturer en temps réel les différents panneaux qu'on voit ici et de pouvoir en fait soit réduire la vitesse, soit arrêter. Et donc, dans l'histoire, c'est Tom Cruise qui est censé en fait arriver avec une clé USB sur le train, poser le modèle d'IA et arrêter en fait le méchant qui voudrait casser le train. Donc, comment on a fait ça? Tout simplement, en fait, le train est en Lego, il y a un petit hub Lego qui est vendu avec, c'est un petit moteur en fait qu'on peut commander via du Bluetooth. Il y a une application qui est déjà dedans, mais en fait, on a développé notre propre application pour pouvoir le contrôler temps réel. Donc, le Jetson Orin contient, en fait, on a déployé plutôt une REL dedans, en fait, avec ce qu'on appelle un microshift, donc un orchestrateur de conteneurs petit, taille, et non pas ce que l'on voit sur le cloud ou sur des vrais serveurs, qui permettrait d'orchestrer tous les conteneurs qu'on va mettre dedans, donc toutes les applications. La caméra qui est là en fait est en petit en fait parce qu'on a réussi à la décomposer, à la mettre sur le train, permet de capter les images temps réel et les envoyer après à différents microservices. Ils sont 5 je crois microservices. Il y en a qui vont s'occuper de la transformation de la donnée, il y en a d'autres qui vont s'occuper de pas mal de choses en fait jusqu'à arriver à afficher en temps réel ce qui se passe exactement. Il y a un modèle d'intelligence artificielle aussi qui est déployé, qui est basé sur du Holo, qui permet en fait de faire de la prédiction temps réel. Il y a une batterie, elle est où la batterie? Elle est juste là. Cette batterie permet en fait de juste faire tourner le Jetson. Et tout ça est composé sur le train. Alors pour faire ça, on a développé les microservices, certes, et on a développé aussi le modèle d'IA, mais on a aussi mis une chaîne de pipeline, de CI/CD entière, pour pouvoir construire les images et pouvoir les déployer en fait à chaque fois qu'on veut les utiliser, sachant qu'on est sur des architectures différentes. On a l'architecture ARM et on a l'architecture x86, donc il faut composer avec ça. Le Jetson étant de l'ARM et le x86 sont nos laptops et les serveurs sur lesquels on travaille. On a aussi en fait un déploiement d'une application de monitoring qui est sur le cloud et une partie qui est ici, mais tout le développement s'est fait sur nos propres laptops. J'ai un Mac, il avait un pas Mac, un Lenovo, et donc du coup on était sur du ARM x86. Donc il fallait pas refaire à chaque fois la même chose, donc on a mis en place des pipelines MLOps pour la partie intelligence artificielle et des pipelines de CI/CD pour construire les images et pouvoir les utiliser. En ce qui concerne l'architecture applicative, euh, donc comme je l'ai dit, il y a
5 microservices. Le premier il y en a un, 2, 3 qui sont développés en Quarkus, un qui est développé en Node.js et un quatrième qui est en Python, puisque c'est du modèle embarqué. Donc du coup, le modèle en fait est embarqué dans une application qui tourne aussi dans le train. Le premier microservice va capturer les images. C'est un flux d'images qui arrive. On découpe les images, on crée un événement. Donc on est en mode eventing. Donc ce qui veut dire qu'on a un broker MQTT qui est là. À chaque fois, on va inscrire un événement qui va être consommé par l'application d'après. On est en mode asynchrone, ce qui permet en fait d'avoir de la flexibilité là-dessus. Donc on construit cet événement. Cet événement va avoir un ID unique plus l'image qui est dedans. Le modèle va consommer, l'application qui contient le modèle va consommer en fait l'événement qui arrive. Elle va faire des prédictions, elle va enrichir cet événement-là en donnant toutes les prédictions qu'il faut. Ensuite, il y a un post-processing des images, ce qui veut dire que l'image qu'on a récupérée, en fait, on va devoir la retravailler. Et surtout, en fait, on a un effet, c'est qu'on voudrait avoir du monitoring, mais pas sur le JSON, mais plutôt dans le cloud. Donc on inscrit le même événement sur un broker Kafka. Et en même temps, on écrit en fait le message toujours dans le broker, dans notre topic du broker MQTT. Et l'application qui va, elle, contrôler le train, c'est du Node.js, c'est une application en fait qu'on a développée, enfin on a repris quelque chose qui était déjà existante pour le contrôle du hub Lego, parce qu'on l'envoie par Bluetooth. Ça ne fonctionnait pas au départ, donc on a utilisé, parce que c'est du BlueZ, parce qu'on l'utilise et qui n'était pas dans le truc. Nicolas a redéveloppé toute une librairie qui permet de le faire. Et en fait, on arrive maintenant en fait, à diminuer la vitesse ou à stopper le train selon la prédiction qu'on a. Et enfin, en fait, on arrive à avoir un monitoring qui permet en fait de voir, puisque les messages sont envoyés en continu, on arrive à reconstruire le flux. Il y a un petit peu de latence et on arrive à reconstruire tout le message. Et là, je vais laisser Adrien quand même expliquer la partie IA. Merci. Donc pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, vous l'aurez compris, le train, voilà, les rails sont un peu décalés de la table, donc le train s'est explosé par terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes les composantes informatiques sont intactes. Et moi, je vais vous parler donc du cycle de vie du modèle. Donc comment est-ce qu'on a embarqué un modèle d'IA pour faire de la détection de panneaux, et donc cette détection avec la caméra embarquée sur le train. Donc pour développer ce modèle d'IA et gérer son cycle de vie, on utilise le cycle qu'on appelle MLOps. Et ce cycle, il consiste avant toute chose à acquérir bien sûr des données. Donc pour ce faire, on a trouvé sur internet tout un dataset open source qui contient des panneaux de signalisation qui ont été prises par des caméras embarquées sur des voitures. Donc c'est vraiment un dataset qui correspond à la réalité de la réalité quand on pense à des panneaux de signalisation. Pas forcément ce que le train voit finalement de sa caméra, mais ce dataset a été assez performant pour une première version du modèle. Donc on a acquéri ce jeu de données. Ce jeu de données, c'est donc des images, des coordonnées d'une boîte. Donc dans cette boîte contient le panneau, le traffic sign, le panneau, et ainsi qu'un label qui indique quel type de panneau c'est. Donc on est venu récupérer ces données. Tout le travail a été fait donc sur OpenShift, c'est notre version packagée pour les entreprises d'OpenShift. Au-dessus, on a OpenShift AI qui est un add-on qui va nous permettre de développer les modèles, créer des pipelines, donc gérer ce cycle de MLOps. Et avec OpenShift AI, donc, on a développé le modèle en prenant un YOLO, en lui présentant le jeu de données, le dataset. Et à la fin, on obtient un modèle que l'on va venir pouvoir déployer d'une part sur la plateforme pour faire des tests, et d'autre part, intégrer ce modèle déployé dans des applications. Donc en utilisant les pipelines multi-architecture, on a pu comme ça déployer sur du x86 de l'ARM, et on parle d'ARM parce que cette carte NVIDIA a une architecture ARM. La dernière étape de ce modèle, c'est de monitorer, voir comment il se comporte dans notre réalité, donc ce train Lego, et de prendre une décision, est-ce que oui ou non on doit réitérer un entraînement. Dans notre cas, oui, ce que vous pouvez voir dans cette dernière image à droite, c'est que
du fait de la nature du dataset sur lequel on a entraîné le modèle, le modèle est capable de détecter assez bien les panneaux qui ressemblent à la réalité, mais ne sait pas détecter des modèles fournis par la marque Lego. Donc on voit des bonhommes qui ont une tête de Lego. Ce modèle, on ne lui a jamais présenté ce genre d'image, donc il n'est pas capable de le présenter. Heureusement, on a ce cycle de MLOps. On va juste pouvoir réitérer facilement ce cycle en tout simplement modifiant les données en entrée et en ajoutant donc d'autres données. On est venu labeller un autre petit jeu de données pour ça. Voilà, donc maintenant c'est l'heure de la démo. Donc voilà, vous l'aurez compris, dans l'idée, on a ce train qui se déplace sans s'arrêter constamment sur les rails et on va venir lui présenter des panneaux. Et grâce au modèle qui est embarqué sur la carte, eh bien, on va pouvoir voir grâce à notre console de monitoring les panneaux qui sont détectés et le train réagit en fonction. Donc je vais juste passer sur la console de monitoring. Voilà, donc le train est EHS, mais les composantes logicielles sont bien là. Donc on a pu connecter une caméra, hein, vous voyez, on est bien en live. Et donc ces deux types de panneaux auraient dû être présentés donc, au train qui roule. Vous pouvez voir, donc c'est basé sur un modèle YOLO, il peut y avoir un certain nombre de différents panneaux qui sont détectés et donc l'idée c'est que en fonction de la catégorie du panneau, hein, on voit sur l'image, c'est peut-être un peu flou, mais en haut on voit pour les panneaux 30 et 50 un label Speed Limit, à droite un label Danger Ahead. Donc l'idée c'est que lorsque cet événement est perçu par la caméra et envoyé au MQTT, eh bien, le modèle va venir prédire donc, la catégorie du panneau et un ordre en Bluetooth est envoyé en fonction de si on est plutôt dans le cas d'un speed limit, auquel cas le train ralentit de vitesse, ou est-ce qu'on est plutôt sur un cas de danger, auquel cas le train s'arrête. Voilà, donc là on a réactivé le Bluetooth, donc le train risque pas de rouler vite. On voit bien qu'en fait, quand il détecte quelque chose, il allume les deux, même s'il est cassé, en fait, il allume les deux, c'est qu'il capte vraiment ce qui se passe exactement. Là, il y a 3 panneaux, donc il ne sait pas exactement. Si tu arrives à enlever en fait 2 panneaux et laisser que le 30, Adrien, tu peux enlever les 2 autres panneaux, histoire juste de... Là, il stoppe. Donc du coup, il a détecté que c'était en fait un panneau et il devait stopper à chaque fois. Et si on remet le 50, en fait, il est censé réduire la vitesse par la suite. Ça marche bien même en mode de cassé, mais l'idée, elle est là en fait. C'est que le train va tourner à chaque fois, il va détecter. Et donc quand il voit quelque chose, il réduit la vitesse. Là, il clignote, il réduit sa vitesse et ensuite il arrête. Ouais, tout à fait, on est en mode asynchrone. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions si vous en avez sur la manière dont on a conçu cette démo. Et si vous le souhaitez aussi, vous pouvez bien venir jouer avec cette caméra, avec les panneaux, modifier un peu, venir tester donc, les limites du modèle. Hein. Voilà, typiquement, on sait que, mais ça ne correspond pas à la réalité, mais si notre panneau est renversé, ah bah s'il le détecte. Voilà, on peut venir jouer avec les limites du modèle pour voir qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait et qu'est-ce qui mériterait un réentraînement, une réitération sur le cycle du MLOps. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ouais. Alors que fait, je répète pour le micro, à quoi sert ce cycle de MLOps? C'est on va dire des bons principes pour gérer le cycle de vie d'un modèle d'IA. Donc pour gérer le cycle, donc il y a plusieurs étapes dans ce cycle du MLOps. Ce sont les étapes que j'ai décrites, que je vais remettre à l'écran. Donc il y a plusieurs étapes dans ce cycle et on le représente donc une étape pour acquérir des données. Une fois qu'on a acquis ces données, ça va être de lancer un algorithme d'entraînement de modèle qui contient ces données. Ensuite, ça va être donc la partie déploiement du modèle et donc déployer ce modèle et l'intégrer dans une application. Ici, l'intégrer dans l'architecture du train.
pour qu'ils puissent communiquer avec les autres composantes. Et dernière étape, ça va être de regarder comment ce modèle qui est déployé dans le train se comporte vis-à-vis de la réalité, avec donc non pas des données issues d'un jeu de données qui sont statiques dans le temps, mais avec des données en temps réel qui peuvent différer finalement des données qui ont été présentées au modèle dès le départ. Et c'est ce que je voulais expliquer avec donc ces panneaux Lego, entre guillemets Lego, ces panneaux avec des têtes de Lego qui sont des données qui n'ont pas été présentées au modèle dès le départ, et donc du coup le modèle ne va pas être capable dans ce cas de vraiment détecter que c'est un panneau de danger. Oui, ce cycle est automatisé. L'idée c'est qu'il soit reproductible, qu'on puisse entre guillemets appuyer sur un bouton et recommencer l'entraînement pour arriver au même résultat, moyennant la partie aléatoire voulue ou pas dans ces modèles. Mais oui, l'idée c'est de le créer sous forme de pipeline, donc avec la composante OpenShift AI que j'évoquais. En fait, on va pouvoir faire ça de manière assez visuelle, assez graphique, prendre son code Python et venir créer plusieurs étapes, en fait, typiquement entre guillemets, des étapes qui correspondent à la création du modèle. Donc on va pouvoir faire du drag and drop dans une interface graphique, lier des étapes pour créer une pipeline qui soit réexécutable et dont le résultat est assez prédictif. Et bien sûr, sur cette pipeline, on va pouvoir changer des paramètres en entrée ou des jeux de données d'entrée, ce qui fera en sorte qu'on on va pouvoir améliorer notre modèle avec ces réentraînements de pipeline. Oui. Oui. Ouais, comment est-ce qu'on gère la partie labellisation des nouvelles données sur OpenShift? Tous nos codes sont ouverts, Kubernetes, OpenShift, tout ça, c'est des plateformes ouvertes. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut venir pouvoir ajouter n'importe quel projet communautaire ou supporté par des tierces vendeurs. Pour cette partie, on est venu déployer sur OpenShift une composante qui s'appelle Label Studio et cette composante, elle permet donc d'intégrer un jeu de données et de pouvoir donc dessiner avec sa souris autour des panneaux et d'ajouter des labels. Donc on va pouvoir récupérer ça s'appelle des bounding box. En fait, c'est les coordonnées cartésiennes de la boîte qui contient le panneau. Ces boîtes qu'on peut voir tout à gauche, hein, le carré rouge autour des panneaux. C'est ce qu'on a fait avec le nouveau jeu de données. Oui. Oui. Alors nous, on est tout à fait... on discuterait volontiers avec des entreprises. Hein. Nous, on vend des produits, donc on discuterait volontiers avec tout type d'entreprise qui ferait des projets similaires, et ça serait un plaisir donc de venir discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'on peut appliquer ce genre d'architecture à leur modèle, avec des modèles un peu plus poussés que ce qu'on a fait là dans un cadre de démo. Mais oui, en tout cas, ce type de modèle est largement employé. Hein. Ces modèles de vision sont largement employés, même dans... là, je pense par exemple à Tesla et à ces détections de la route. C'est peut-être pas exactement le même modèle qui est pris de base, c'est probablement un peu plus complexe, mais voilà, l'idée générale est là, oui. Vous aviez une question, non? Pardon. C'est bon? Oui. Ouais. C'est assez similaire. En fait, nous, on propose donc ces produits. Je répète peut-être la question pour ceux qui seraient en live. Donc, ça ressemble un peu à Google Colab. Oui, donc effectivement, nous, c'est ce qu'on propose, c'est des entreprises qui viennent eux faire leur propre Google Colab en interne, que ce soit sur le cloud, on-premise, etc. Donc, c'est que eux puissent mettre toute l'isolation autour qu'ils jugent nécessaire pour avoir donc le déploiement d'environnement à la volée, l'entraînement de ces notebooks, mais c'est plus que ça, c'est aussi la création des pipelines, le déploiement de ces modèles pour venir pouvoir les requêter au moyen d'API.
donc toute cette couche d'API au-dessus. Mais oui, c'est en partie ça. Ouais. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, alors si des questions vous viennent déjà, donc nous représentons donc Red Hat. Nous avons un stand au premier étage, donc n'hésitez surtout pas à venir discuter avec nous de cette démo ou d'autres produits qu'on peut vendre. Et voilà. Et si vous le souhaitez également, eh bien venez jouer avec les petits panneaux, regardez la limite du modèle voilà, en tournant un peu les panneaux dans tous les sens. Et voilà. Et vos feedbacks seront les bienvenus. Merci beaucoup.